Je pense qu'il est important qu'on précise que le combat dans lequel je me suis inscrit dès mes débuts en 1999 était un combat de défense du droit des Noirs. Lorsque j'intègre l'organisation nationaliste noire Nation of Islam, qui était dirigée, qui l'est toujours par l'honorable ministre Louis Farrakhan, à l'époque, c'était toujours dans une dynamique de défense des intérêts de notre peuple, même si c'était circonscrit à une dynamique beaucoup plus diasporique. Le fait par la suite de m'éloigner de la Nation of Islam sur certains aspects, on va dire beaucoup plus méthodologiques, même si sur le terrain idéologique, j'avais certains éléments qui jusqu'à aujourd'hui continuent de m'accompagner, pour rentrer dans une dynamique beaucoup plus afrocentrique avec la Tribuca, les organisations qui ont été successivement dissoutes par le gouvernement français parce qu'elles considéraient, même à l'état embryonnaire, ces structures comme des menaces. Tout cela m'a emmené à migrer progressivement, idéologiquement, vers une dynamique beaucoup plus large parce que j'ai compris que la situation que la diaspora connaissait était une situation en réalité que notre peuple connaissait aux quatre coins du monde, sur le continent africain aussi. Et j'ai coutume de dire que le ciment du panafricanisme, c'est le black nationalisme. Le ciment du panafricanisme, et il ne faut pas qu'on oublie que le panafricanisme est né dans la diaspora. Marcus Mosiah Garvey était l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, pour des millions de panafricanistes dans le monde, était la plus grande matrice de ce combat idéologique-là. Et en rentrant en Afrique, là où j'étais au départ dans une dynamique beaucoup plus liée au conflit interidentitaire, en rentrant en Afrique, je me suis beaucoup plus préoccupé de la question liée aux classes sociales. Parce qu'on est dans des pays plus ou moins homogènes, on va dire. On a tous quasiment les mêmes couleurs en Afrique subsaharienne. Et cela n'empêche pas que les mécanismes de domination sont toujours les mêmes. Il y a une oligarchie néolibérale et il y a un prolétariat qui se fait piller, qui se fait vider de son sang, qui se fait vider de sa force de travail pour nourrir une minorité qui se gave. Et cela m'a permis sans doute d'équilibrer beaucoup plus, selon moi, parce que la vie est une constante évolution en réalité, d'équilibrer ma réflexion sur les rapports entre dominants et dominés et comprendre qu'on ne pouvait pas restreindre la question du droit à la dignité des peuples à la seule logique de la race ou de la couleur de peau. Même si cela ne pouvait pas me rendre malgré tout aveugle sur les problématiques liées à la couleur de peau, parce que dans une dynamique globale internationale, on retrouve quand même toujours, que ce soit en Afrique, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Occident, en Asie, au Proche, au Moyen-Orient, des réalités et des stigmates liés à des différences de traitement en fonction des couleurs de peau, évidemment. Votre discours est très apprécié par la jeunesse africaine, en particulier auprès de ceux qui se sentent marginalisés pour le néocolonialisme et les inégalités persistantes. Vos thèses sur la fierté noire, la résistance contre l'impérialisme économique, notamment inspirent de nombreux jeunes. Qu'est-ce qui plaît tant aux jeunes africains dans votre discours? Quelle est ainsi donc votre vision pour l'Afrique en général? C'est difficile de dire moi-même ce qui plaît tant à la jeunesse africaine dans mon discours, mais je dirais que le fait de parler de manière décomplexée, de parler de manière complètement dérégulée, sans frein, sans fausse politesse, sans peur, de parler en se rappelant toujours que nous constituons, que nous ne voulions pas, la facture de nos ancêtres par rapport aux mots MAUX qui ont été commis, effectués à l'encontre de nos semblables. Cela nous donne une responsabilité de ne baisser les yeux devant personne et d'être dans une direction de toujours pousser nos populations à se dire que nous devons être la population qui relève notre continent, qui relève l'honneur de notre peuple, qui relève l'honneur de l'Afrique, qui revitalise cette Afrique pleine d'énergie, pleine de ressources minières, cette Afrique qui est l'une des terres les plus riches du monde en tant que telle, mais qui malheureusement nourrit le reste de l'humanité à l'exception d'elle-même. Et je pense que cette problématique-là, associée au fait qu'il y a une dynamique de primordialité dans mon discours, de retour à la racine, c'est-à-dire que dans le panafricanisme ancien, il y avait une réflexion visant à ce que chaque population, dans sa deuxième phase, parce que le panafricanisme est né dans la diaspora, donc elle est née en dehors des clivages ethniques ou identitaires, c'était l'homme noir et la femme noire dans leur globalité au départ, notamment à travers la République d'Haïti. Il y avait différents descendants d'esclaves, il y avait des Béninois, des Congolais, des gens de toute origine qui étaient présents. Mais dans sa deuxième phase, chacun sur le continent africain
se revendiquer du panafricanisme, mais en partant d'un foyer local initial. Ça allait être le Ghana pour les uns, ça allait être le Congo pour les autres et autres. Notre nouvelle génération, dans cette ultime phase du panafricanisme, qui me paraît être la plus virale et la plus puissante aujourd'hui, même si nous sommes la continuité de nos aînés, nous ne sommes rien sans eux. C'est eux qui sont les meilleurs et ils nous ont nourris. C'est important qu'on le dise, mais on dispose de moyens de communication aujourd'hui qui rendent notre parole massivement audible. On dira ça comme cela. Aujourd'hui, bien que moi je sois né en France et que je sois béninois, nationalité, mais mon discours traverse toutes les frontières. Je ne peux pas être incarcéré dans une localité. J'ai une dynamique globale, générale. Et ce qui n'empêche pas qu'il arrivera un moment où, très prochainement, je l'espère dans le cadre du Bénin, sur le terrain institutionnel, nous pourrons passer aussi à une autre étape. Mais c'est un processus. Et je pense que ce combat-là est en train d'emmener progressivement une autre mentalité au sein des nouvelles générations africaines qui comprennent qu'il n'est pas normal que les quatre coins de l'humanité puissent être dans une dynamique de jouir de leurs propres ressources et que les seuls qui ne jouissent pas de leurs propres ressources, ce soient nos populations. Et c'est pour ça que je dis que l'ennemi, ce n'est pas les autres. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de faire un travail interne, de réappropriation de nos ressources, de nettoyage aussi des mauvaises herbes chez nous. Parce qu'il y a des gens chez nous qui sont tellement complexés qu'ils seraient prêts à tout pour livrer leur terre à l'extérieur. Or, chaque peuple vit sur une parcelle de cette terre. Dieu pourvoit à nourrir les différentes entités qui constituent cette humanité. Et il n'est pas normal que ce qui doit être la portion d'un peuple puisse servir à d'autres à l'exception de lui-même. Moi, je pense que, comme on dit, l'humanité, c'est tel un bouquet de fleurs de différentes couleurs, chacune avec des valeurs qui sont égales. Hein. Là n'est pas la question. On est beau dans notre diversité, mais il faut que chaque fleur puisse être enracinée dans une zone où elle peut, quelque part, s'épanouir et grandir. C'est la dynamique qui est la mienne, c'est la dynamique qui est la nôtre. Et nous pensons que l'Afrique doit plus que jamais revenir aux Africains. Et que, par extension, les territoires colonisés où nos peuples sont installés, Kanaki, Guyane, Guadeloupe, Gualada, Madinina, La Réunion, etc., doivent revenir aux peuples qui, pendant des siècles, ont travaillé sous le joug de l'esclavage, ces terres pour les rendre rentables pour l'oligarchie néocoloniale française.